Mondial de lutte contre les MTN le samedi 30 janvier 2021. Cette deuxième édition est placée sous le thème « Un nouveau jour dans la lutte contre les MTN ». Au programme, un panel avec des chefs d'entreprise du secteur privé à partir de 10h au King Fahd Palace sous la présidence de M. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale. L'illumination des monuments de la Renaissance et de la place de la Nation aux couleurs de la journée. Des activités de communication de masse sur le thème de la journée, des plaidoyers pour une adhésion des décideurs aux objectifs du programme national de lutte contre les MTN. Lutter contre les maladies tropicales négligées, c'est contribuer au développement économique du pays. Donc, tous engageons-nous pour un Sénégal sans maladies tropicales négligées pour un développement durable. Messieurs, bonsoir, 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec les populations de Maris qui contestent ce qu'elles qualifient de bradage de la seule réserve foncière restante du site. Elles exigent la construction d'écoles publiques, de postes de santé, entre autres, dans la localité. Le visage de la commission d'observation du croissant lunaire au Sénégal s'est éteint. Mourchid Yann Thiam était malade depuis quelques mois. L'imam Omar Diène parle de perte d'un homme multidimensionnel pour la Oumma islamique. Le Sénégal annonce 3 décès liés à la Covid-19 ce jeudi. 184 nouvelles contaminations ont été dénombrées, dont 120 issues de la transmission communautaire. Et puis la sortie du chef de l'État sur les fonds de l'Union européenne destinés à la lutte contre l'immigration clandestine qui relance le débat. À Ngor, des jeunes interrogés disent n'avoir pas vu la couleur de cet argent. À Saint-Louis, des pêcheurs confirment avoir reçu de l'aide du gouvernement qu'ils jugent insignifiant pour décourager des candidats à l'immigration. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, les développements. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est les populations de Maris contre le bradage de la seule réserve foncière restante du site. Lors d'une manifestation de distribution de flyers, ils ont exigé la construction d'écoles publiques, de postes de santé, entre autres. Ces populations comptent saisir le chef de l'État. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage signé Mamadou Fall et Ahmadou Ba. Nous disons non, 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 non. Un cri de cœur, une voix empreinte d'émotion. Anne Maris proteste pour se faire entendre. L'attente a trop duré et les familles étouffent. Les enfants éprouvent d'énormes difficultés pour aller à l'école. Le bradage de la seule réserve foncière de la cité ne peut plus être toléré. Il n'est pas normal, considérant que tous les citoyens ont droit à l'éducation et à la santé au minimum, que Anne Maris II, qui fait plus de 40 000 habitants, ne dispose d'aucune école publique. Qu'un terrain de jeu public, pas d'espace de centre socio-culturel. Vous le matin, à 6h du matin, moi je me réveille à 5h du matin. Vous verrez des gens quitter ici, des bambins de rien du tout, pour prendre la passerelle et aller vers Grand Yoff. Vraiment, c'est même criminel. C'est même criminel que de penser d'étouffer des gens comme ça. Le collectif des résidents des Maris exige des infrastructures pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Il révèle d'ailleurs que plus de 1000 mètres carrés ont été cédés à des personnes dans l'illégalité absolue. Ce que personne ne peut accepter, c'est qu'à une seule personne, quel que soit son titre, quel que soit le motif évoqué, qu'on lui donne 10 000 mètres carrés à une seule personne, quelle que soit la raison évoquée. Ce qu'on ne peut pas accepter également, qu'on donne aux membres d'une même famille, aux membres d'une même famille, à chacun 500 mètres carrés. La population des Maris promettent de poursuivre le combat. Pour elles, seule la création d'écoles publiques, de postes de santé, d'espaces de jeu compte.
Mamadou Fall, litige foncier aux HLM Patois, le comité de suivi du foncier réclame cette terre estimée à 2793 mètres carrés, en espace qui, selon ses membres, appartient à la zone de Grand Yoff. Ils ont lancé à cet effet une pétition. Écoutons à ce propos les explications de leur porte-parole interrogé par Mohamed Rassoulmaï, interrogé par Maïmouna Ndiaye. La boulimie foncière est une grosse maladie pandémique même au Sénégal depuis un certain temps. Et qu'est-ce qui fait ça? Ce sont des terrains comme ça qui sont du domaine de l'État où des personnes qui se prévalent d'une certaine autorité sont en train de faire du banditisme, je dis, du banditisme, en octroyant des papiers faux du début à la fin. Du début à la fin. Il n'y a même pas pour la plupart d'enquêtes commodo, incommodo. On se réveille un bon matin et une tierce personne peut venir réclamer une parcelle de terre détenant, moi je dis un papier, j'ose pas dire un titre foncier, je dis un papier, parce que si on va jusqu'au fond du dossier, on saura nettement que c'est du faux. Nous avons eu à collecter pendant 3 jours, l'objectif de départ c'était 5000 signatures, nous en sommes déjà à plus de 10 000 et nous allons faire ce que nous appelons la saisine citoyenne. Nous allons saisir les institutions représentatives, la CSE, le Conseil économique, social et environnemental, autant pour moi, l'Assemblée nationale, le HCCT, et pourquoi pas demander une audience à son Excellence le Président de la République, qui, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, est à même de diligenter ce genre de problème, en quoi faisant, en expropriant ce particulier-là pour utilité publique. Et puis suite à l'annonce de déguerpissement des maisons aux alentours de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, le gouverneur de Thiès et les autorités aéroportières annoncent que les impactés seront indemnisés. L'assiette foncière de 4500 hectares devrait abriter des hôtels et des écoles de formation au métier d'aviation. C'est une correspondance signée chez Ranta Diop et Seyla Tir. Toutes les maisons qui sont autour de l'aéroport international Blaise Diagne, occupant les périmètres de la région de Thiès, précisément dans les communes de Keur Mousse, département de Thiès, et Diass, département de Mbour, seront déguerpis. Les autorités administratives, le directeur de l'aéroport international Blaise Diagne et des experts se sont retrouvés à la gouvernance de Thiès pour se pencher sur la question. Aujourd'hui, nous avons 4500 hectares qui occupent donc l'aéroport dans cette zone-là. Et il y a une pression foncière assez importante sur les populations. Donc des problèmes de recensement, donc des personnes impactées, pour libérer les espaces nécessaires à la construction des infrastructures de l'aéroport, mais de libérer aussi les espaces nécessaires à la sécurité aéroportuaire. Il faut recaser ces populations. Faire de Thiès le premier hub aérien sous-régional, c'est l'ambition du directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne. D'abord la région de Thiès qui, pour nous, dans le plan stratégique, va devenir un pôle aéronautique pour que ces projets phares, le centre de maintenance aéronautique, la nouvelle aérogare fret, l'académie des métiers d'aviation et également des hôtels, construire une ville aéroportuaire, des centres commerciaux, permettre à ces fils de ces localités d'apprendre des métiers aéronautiques pour participer au développement et la gestion de cette plateforme aéroportuaire. Toutes les décisions qui ont été prises vont aller dans le sens de placer l'aéroport international Blaise Diagne SA comme premier pôle aéronautique dans la sous-région. Et puis l'affaire Mbour 4, Talassila appelle au calme et à la sérénité. Le dossier est sur la bonne voie. Pour lui, aucune régulation ne peut se faire sans une signature du décret de déclassement. Le préfet est en train de se pencher sur la question. Talassila, maire de Thiès, que je vous propose d'écouter au micro de Ranta Diop et Seyla Tir. Sur instruction du président de la République, que nous avons rencontré le collectif pour les écouter, recenser leurs préoccupations, pour rendre compte à l'autorité. Ce qui a été fait. Alors, tous les problèmes qui se sont posés entre-temps ont été pris en charge. Maintenant, il y a d'autres problèmes de fond qui sont liés au processus de régularisation. Et ça ne peut se faire que par la signature d'un décret de déclassement. Maintenant, nous avons dit qu'il faut tout faire dans le calme et la sérénité. Puisque il y a un pas que certains n'hésiteront pas à franchir entre déclassement et déforestation. Nous savons tous qu'il ne s'agit plus dans cette partie-là d'une forêt, qu'il ne s'agit pas d'une déforestation.
Alors, le Sénégal a des engagements internationaux qu'il respecte, qu'il tient à respecter. Nous voulons juste aller dans le sens donc, de prendre les dispositions au plan administratif et légal pour régulariser les populations qui en ont le plus besoin. Maintenant, vous savez, le président de la République, en décembre 2017, avait pris l'engagement à l'occasion du lancement des travaux de KMS3. Et à l'époque, instruction avait été donnée au gouverneur de mettre en place une commission de recensement, ce qui a été fait. Aujourd'hui, le préfet prend l'initiative, disons, de poser des actes allant dans le sens de vérifier, disons, ce recensement-là. Nous ne pouvons que aller dans le sens donc, de renforcer donc, les échanges entre le collectif, les représentants de la mairie, à travers donc, le comité de suivi que nous avons créé. À Dakar, avec la réaction du maire des HLM suite aux accusations portées contre lui par des commerçants, Babacar Seck soutient que les cantines ont été démolies sur ordre de la protection civile. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Mamadou Fall et Ahmadou Ba. Le marché HLM 5 est un danger. Il faut casser le marché. Pendant cette période, j'étais adjoint au maire de Dakar. Non content de ce que la protection civile a dit, nous avons commis un expert en immobilier, M. Mbaké. M. Mbaké, sur son rapport, a rejoint la commission cellulaire, la commission de sécurité, pour dire qu'il faut casser le marché. De 2011 à nos jours, 5 commerçants nous ont fait traîner. 5. Ils sont 5. C'est des problèmes de promoteurs, parce que vous savez maintenant qu'on ne se leurre pas. Chacun choisit. Et encore, je précise que sur les premiers modules qui sont terminés, le monsieur qui parle, M. Khan, les autres ont payé leur cantine. Lui, il n'a pas payé. Sur les 468 cantines, au moment où l'on passait à l'action, il y avait 70 cantines ouvertes. 70. Et les 70, c'était des locataires. Ces cantines construites reviennent aux propriétaires. Ça, il faut que ce soit clair. Tout propriétaire qui aura brandi un document prouvant que cette cantine lui appartient, quand la cantine sera prête, on la lui remettra. Sous condition qu'il paye le montant dont ils êtes tous d'accord, s'il fait 1 500 000. Plus bref, cette saisie de 350 troncs d'arbres dans la zone de Dianké-Mahan avec la gendarmerie et les eaux et forêts. 3 individus ont été interpellés, dont 2 étrangers, des tronçonneuses et des motos également saisis. Une information de notre correspondant sur place, Moussa Omar Gueye. Je vous l'annonçais dans les titres de ce 20h, le Sénégal qui pleure le décès de Mourchid Iyane Thiam. L'imam Omar Diène parle d'un homme multidimensionnel doté de valeurs humaines et islamiques. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Abdoulaye Diop. Le Sénégal vient de perdre un de ses grands-fils, un serviteur de l'islam, un érudit, un homme courtois, un homme qui a su engager dans des paramètres difficiles la coordination sur l'observation du croissant lunaire, qui était une de ses facettes. À plusieurs dimensions d'ailleurs, cet homme a évolué dans l'islam en tant qu'enseignant, dans l'islam en tant qu'éducateur, dans l'islam en tant qu'imam. Mourchid Iyane était un homme à la dimension de sa personne. Il s'est investi entièrement et a relevé tous les défis et a soldé tous les comptes devant les paramètres qui étaient liés au problème qui résultait de l'islam, qui relevait du droit islamique, spécialiste en droit islamique d'ailleurs. Donc il a su unifier les idées autour de l'essentiel, surtout pour les fêtes de Tabaski et de Korité. Son engagement a été déterminant. On l'avait même surnommé le combattant suprême, parce que c'était pas facile du tout de réunifier aussi bien les chefs religieux que les imams et les populations. La relève sera très difficile parce que les grands hommes, quand ils partent en général, pour les succéder, c'est difficile. Mourchid Iyane Thiam était le visage de la commission d'observation du croissant lunaire au Sénégal. C'est lui qui annonçait la bonne nouvelle du début du Ramadan et de la date de l'Aïd el-Kabir chaque année. Le patriarche, rappelons-le, était malade depuis quelques mois. Retour sur le parcours du défunt président donc, de la commission d'observation du croissant lunaire du Sénégal. C'est avec Ibou Diouf.
Le nom de Mourchid Ahmed Tidiane Thiam est à jamais lié à l'histoire de l'observation du croissant lunaire en période de Ramadan. Président de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire, CONACOC, sa mission n'a jamais été au repos, mais l'homme est toujours resté fidèle à sa conviction. Du premier jour du Ramadan à la Korité, cet ancien professeur se retrouvait à chaque fois sous les projecteurs. L'annonce du jour de la Tabaski comme celle de l'Aïd el-Fitr était attendue par des millions de Sénégalais. Tout démarre en 1996 entre Tidiane Thiam et le croissant lunaire avec la création de la CONACOC, avec comme objectif l'unification des familles religieuses au Sénégal. Dans ses entretiens, Mourchid Ahmed Tidiane Thiam parlait souvent de cette commission qui avait reçu les bénédictions des khalifes généraux de l'époque. Mourchid Tidiane Thiam est né en 1937 et a mémorisé le Coran à l'âge de 10 ans avant de poursuivre sa formation à Kaolack chez Mam Khalifa Niass, père de Sidi Lamine Niass et de Ahmed Khalifa Niass. Après avoir approfondi ses études en sciences islamiques sans lui, il est parti au Maroc en 1959, où il a obtenu un brevet arabe à l'Institut Al-Azhar de Casablanca. C'était en 1961 et un baccalauréat en 1964 au lycée Maghreb arabe de Rabat. Mourchid Tidiane Thiam a été le premier Sénégalais à s'inscrire à l'université Mohamed V, d'où il est sorti avec une licence en sciences juridiques et politiques. L'ancien président de l'Amicale des étudiants sénégalais au Maroc, initiateur de la réforme permettant aux arabisants de poursuivre leurs études dans les universités françaises, sera le premier noir titulaire d'un diplôme arabe à intégrer l'Université libre de Bruxelles. Au retour du Maroc en 1970, il a été nommé professeur d'arabe au lycée Faidherbe de Saint-Louis par décret présidentiel. Il a ensuite occupé le poste de conseiller technique chargé de l'enseignement arabe du premier ministre sénégalais de l'enseignement supérieur, Ousmane Camara, de 1973 à 1980. L'introduction de la section arabe de l'École normale supérieure de Dakar, devenue faculté des sciences et techniques de la formation FASTEF, est à son actif. Il a obtenu cet acquis lorsqu'il était en service au ministère de l'Enseignement supérieur. La formation qu'il a suivie à l'École nationale d'administration et de la magistrature ENAM entre 1978 et 1980 lui a permis d'occuper la tête du département Américazie du ministère des Affaires étrangères. Qu'il repose en paix. Le point Covid-19 du jour à présent. Le Sénégal qui déplore 3 décès liés à la pandémie de la Covid-19. 617 décès au total depuis le 2 mars 2020. Sur 2102 tests réalisés, retenez que 184 sont revenus positifs, 64 cas contacts et 120 issus de la transmission communautaire. 166 patients sont déclarés guéris, 49 cas graves admis en réanimation. Dans la région de Matam, la localité très affectée par cette pandémie, le ministre de la Justice, Maître Sall, est venu à la rescousse aux organisations communautaires de base dans la stratégie de riposte. Explication dans cette correspondance signée Ali Bandelnian. Après avoir franchi la barre de 200 nouvelles contaminations depuis le début de la deuxième vague, la Covid-19 a fini de s'installer dans la région de Matam. Malgré la gravité de la situation, les populations tardent à changer le comportement. Mais si le respect des mesures barrières pose problème dans la zone rurale, c'est bien surtout du fait de l'inexistence de masques dans les villages de l'intérieur. Quelques jours seulement après l'appel lancé par le gouverneur de Matam, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, fils du terroir, réagit. Des milliers de masques, des produits désinfectants et des vivres en faveur de toutes ces localités, des 3 départements de la région. Encore une fois, la vague de contamination est violente. Nous avons enregistré des décès et de nombreux cas sérieux, j'allais dire graves. Alors, pour le moment, il n'y a que le respect des gestes barrières qui pourraient nous épargner de la contamination de masse. Alors, j'appelle les populations au port obligatoire du masque, à la distanciation physique et au lavage des mains qui constitue notre arme pour le moment. Nous venons de recevoir un don de Maître Malick Sall, ministre de la Justice, par ailleurs digne fils de la région de Matam, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Nul n'ignore que cette vague a été violente. Aujourd'hui, les autorités administratives locales et les populations attendent
une aide de certains mécènes de cette trempe-là. Alors nous nous réjouissons véritablement de son geste et appelons les autres donateurs à suivre cet exemple-là. Ces milliers de masques sont aujourd'hui à la disposition des organisations communautaires de base chargées de leur distribution dans l'ensemble des villages. Et pour faciliter le respect strict de ces mesures barrières, le tribunal régional de Matam et les différentes structures de santé de la commune ont également été servis. Le préfet a rencontré l'association des imams, c'est pour réduire les effectifs dans les mosquées. D'autres mesures sont également prises dans le cadre de la stratégie de riposte. Mamadou Moustapha Diaye. Parce que nous avons constaté au sein du comité départemental de gestion des épidémies que les mosquées constituent des lieux de contamination. Tout cela nous a permis de prendre un certain nombre de mesures. La première, c'est la mise en place des comités d'organisation au niveau de chaque mosquée qui sera chargé de veiller au respect des mesures barrières. La deuxième mesure, c'est la limitation du nombre de fidèles dans les mosquées. La troisième mesure, c'est toute personne qui essaie de braver ces mesures sera identifiée par les comités d'organisation et la gendarmerie sera saisie pour vraiment rappeler à l'ordre les récalcitrants. La quatrième mesure, c'est de remettre en place le dispositif de lave-mains. Ça aussi, certes, ça existait, mais on va renforcer. Pour les mosquées qui ont des difficultés, le comité départemental va les appuyer. La mairie également va les appuyer pour que ce dispositif soit effectif. Nous avons aussi décidé pour que la présence de la gendarmerie soit beaucoup plus sentie, surtout au niveau des mosquées. Et vous l'annoncez également dans les titres de ce 20h, la demande du chef de l'État au ministre concerné de rendre compte sur la gestion des fonds de l'Union européenne destinés à la lutte contre l'immigration clandestine qui relance le débat. Angor, à titre d'exemple, peuplé de pêcheurs, des personnes interrogées disent n'avoir aucune idée de cet argent. C'est un reportage signé Abdoulaye Diop et Thierry Laurent Mendy. Rond-point Ngor Village. Ici, les jeunes s'activent dans diverses activités. Ousseinou est un vendeur de café. Il a tenté l'immigration clandestine car son activité ne peut plus couvrir tous ses besoins. Je vends du café au lieu de voler ou faire autre chose parce que je ne sais que travailler. C'est pourquoi j'ai tenté l'immigration clandestine. Comme lui, ces jeunes n'ont aucune information sur les financements destinés aux jeunes. Il estime que seul le travail peut sauver leur honneur. Je n'ai reçu aucune information là-dessus. C'est vous qui venez de m'informer. Encore, on n'a pas vu les financements personnellement. Je n'ai rien reçu. J'ai juste entendu. Ça serait vraiment une bonne nouvelle pour nous, car ça va nous permettre de travailler. C'est pourquoi actuellement, on fait le métier de pavage, mais moi aussi, je n'ai rien reçu. Pour cet ouvrier, le chef de l'État doit éclairer la lanterne des Sénégalais sur la gestion de ces fonds. L'Union européenne a commencé à financer le Sénégal depuis le début de ces événements, mais on doit se poser la question où est passé cet argent. La lumière doit être faite sur ces financements. Je trouve que ce n'est pas normal. Ou bien 200 milliards, mais c'est pas normal. Le président de Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye, a été arrêté après avoir demandé au gouvernement de faire la lumière sur les fonds de l'Union européenne pour stopper l'immigration clandestine. Par conséquent, le président de la République a demandé aux ministres concernés de faire le point sur les projets et programmes destinés à maintenir les jeunes sur le sol sénégalais. À Saint-Louis, certains pêcheurs n'ont pas eu accès au financement pour stopper l'immigration clandestine. D'autres, par contre, confirment avoir reçu de l'argent du gouvernement, de l'argent insignifiant, disent-ils, pour décourager les candidats à l'immigration. Nos correspondants sur place ont rencontré le secrétaire général des pêcheurs artisanaux et le président de l'association des petites pirogues du Sénégal, Ousseynou Diop, Habib Seck.
Dans la lutte contre l'immigration clandestine, certains pêcheurs de la langue de Barbarie déplorent le manque de financement, ce qui est à l'origine, selon eux, des multiples tentatives notées dans le nord du pays. Le secrétaire général du syndicat des pêcheurs artisanaux du Sénégal, Moustapha Dieng, de rappeler que les pêcheurs de la vieille ville sont aujourd'hui laissés en rade. Du temps où Farba Senghor était le ministre, où il avait mis le plan REVA en pratique, mais on a entendu que des villages de pêcheurs tels que Kayar, Tcharoy avaient reçu des dons, des matériels pour lutter contre l'immigration clandestine. Ça n'a jamais été le cas pour Saint-Louis, ça n'a jamais été le cas pour Gendar. Et nous pensons que réellement, s'il faut lutter, si on veut lutter au Sénégal contre l'immigration clandestine, c'est ici à Gendar qu'il faut concentrer la sensibilisation. L'association des petites pirogues de Saint-Louis a reçu de la part du gouvernement la somme de 4 millions de francs CFA, un financement qui, selon son président, ne peut pas régler le problème des pêcheurs. waaw nappkat yi bu ñu demee Espagne ñàkk financement moo tax ak Il n'y a ñàkk pas de loo financement xamante ni pour les tamit pêcheurs suñu géej pour gi stopper l'immigration parce que suñu géej clandestine. gi nga xamante ni Nous ne mooy pouvons géej plus Sénégal pêcher correctement et les rawatina financements ñun ñi font nga défaut xamante ni dans ñoo la dëkkee ville. langue de Barbarie C'est pourquoi les jeunes tentent d'aller en Espagne ou dans d'autres nanu pays. waroon liggéey dëgg liggéeyatuñ ko parce que booy xool ma waxoon naa. Les pêcheurs de Saint-Louis plaident tous pour la mise en place d'une banque capable de répondre à leurs demandes pour faire face à l'immigration clandestine. jàpp naa ne état Sénégal war na mën defar benn banque boo xamante ni pour tous les pêcheurs du Sénégal ñoom bu ñu bëggee financement foofu lay jaare wala bu ñu bëggee financement foofu nañu. La difficulté, c'est le financement de la pêche, nous l'avons toujours dit. Si les pêcheurs au Sénégal, à Saint-Louis particulièrement, sont obligés de compter sur des opérateurs mauritaniens pour être financés, aucune banque à Saint-Louis n'accepte de financer la pêche. Ça, c'est grave. Il faut qu'on trouve le moyen de créer une banque spécialement pour accompagner et soutenir la pêche. Si on ne le fait pas, les gens vont continuer à dépendre de la Mauritanie. Et si les opérateurs mauritaniens ne viennent pas. Au moment où, au Sénégal, l'aide de l'Union européenne pour stopper l'immigration clandestine fait polémique, les pêcheurs de Saint-Louis demandent plus de considération de la part des autorités pour avoir accès au financement afin de stopper le fléau de l'immigration clandestine. Merci à vous, Seyni Diop et Habib Seck. À présent, l'actualité internationale avec l'Allemagne qui ferme ses frontières terrestres, maritimes et aériennes à 5 pays très affectés par les variants du Covid. Le FESPACO reporté en raison du coronavirus et puis l'exécution ce vendredi en Chine de l'ex-patron d'un fonds d'investissement reconnu coupable de malversation financière. C'est avec Daniel Diouf. Les entrées sur le territoire allemand par voie terrestre, maritime et aérienne de voyageurs en provenance de 5 pays fortement touchés par les différents variants du Covid-19 seront interdites dès demain. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi le gouvernement allemand. Une décision valable jusqu'au 17 février. Dans un premier temps, elle vise le Royaume-Uni, l'Irlande, le Brésil, le Portugal et l'Afrique du Sud. C'est pour protéger la population allemande, a indiqué à l'AFP le ministère de la Santé allemand dans un document obtenu par l'agence. Et on apprend à l'instant que la France aussi ferme ses frontières aux pays extérieurs à l'Union européenne, sauf pour motif impérieux. L'édition 2021 du FESPACO a été reportée ce vendredi pour cause de coronavirus. C'est ce qu'ont indiqué les autorités burkinabées. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, principal rendez-vous africain du 7e art, devait se tenir du 27 février au 6 mars. Le Conseil des ministres a adopté la décision de reporter la tenue de l'événement à une date ultérieure, a déclaré le porte-parole du gouvernement lors d'un point de presse ce vendredi à Ouagadougou. Et puis, exécution sommaire ce vendredi en Chine. Cet homme, l'ex-patron d'un fonds d'investissement reconnu coupable de malversation financière, a été exécuté ce vendredi. C'est ce qu'a annoncé la télévision publique nationale chinoise. Les montants impliqués étaient extrêmement importants, avait estimé le tribunal dans son jugement. L'homme a été reconnu coupable d'avoir touché des pots de vin d'un montant de 215 millions d'euros. Il lui est également reproché d'avoir détourné plus de 3 millions d'euros d'argent public. Au monde de sport, avant de refermer ce 20h, Aliou Cissé qui valide le transfert de Crépin Diatta à l'AS Monaco. En visite à Ziguinchor, l'entraîneur national s'est également prononcé sur la candidature de maître Augustin Senghor à la présidence de la CAF. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Je trouve que c'est très bien, c'est une évolution logique par rapport à ce que le garçon est en train de faire depuis 2-3 ans avec l'équipe nationale, mais avec Bruges.
Monaco est un grand club, un club qui compte dans l'échiquier européen. J'ai l'impression qu'il y a un projet aujourd'hui qui est en train d'être mis en place par les dirigeants et les propriétaires du club. S'ils pensent à Crépin, c'est qu'ils pensent que Crépin a sa place dans ce projet-là. Si on regarde ces 6 dernières années, c'est que le Sénégal, en termes de résultats, mais surtout en termes d'expérience, la ligne directrice que le président Augustin Senghor a déclinée depuis 2009, mais qui est beaucoup plus perspective, beaucoup plus visible depuis 2015 à nos jours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Sénégal n'a jamais raté de compétition internationale sur le plan continental et sur le plan mondial sur ces dernières années. Nous, on peut se vanter d'avoir un président qui a eu cette vision, qui a pu recadrer le football sénégalais, qui a pu remettre le football sénégalais dans de bons rails. Je pense que c'est quelqu'un de décomplexé. Il connaît vraiment les réalités, les codes du haut niveau. Et je pense qu'il est vraiment armé. Ça, j'en suis sûr et certain qu'il est vraiment armé pour prendre la présidence de cette CAF-là. Voilà, c'était le dernier élément de ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. À présent, la deuxième partie de Soir d'Info avec Binta Diallo. Bonsoir.